Le mardi 11 mai 2021 s'est tenu dans la commune des Monts-Donnais un débat sur la culture dans les territoires. Organisé par le mouvement Nouvelle Ère, il devait réunir plusieurs membres du mouvement et des politiciennes et politiciens en campagne pour les élections régionales de Normandie, accompagné de l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Cet événement a été enregistré grâce aux efforts conjoints de l'association 18, dont certains membres participaient au débat, et à Giovanni Raphael, cadreur sur l'événement. L'accès à la culture dans les milieux ruraux est une problématique importante et une façon primordiale de lutter contre les inégalités territoriales. Une discussion avec les personnes qui peuvent ou pourront organiser des changements face à ces problématiques est une première approche pour repenser à cette question. Merci beaucoup d'être ici. Merci à la mairie des Monts-Donnais de nous l'avoir gentiment prêté, et donc à la Vigimal en particulier, je l'ai déjà cité mais je vous le recite, qui nous a permis d'organiser ce débat. Rapidement, Nouvelle Ère est dans le Calvados depuis maintenant deux mois et demi, au mois de mars à peu près. On est sur 25 départements maintenant, et donc là on est en collaboration avec 18 pour cet événement. Et du coup, peut-être pour ceux qui ne se sont pas présentés. Ouais. Je commence, Hugo. Alors moi je m'appelle Nicolas Leboeuf, je suis coordinateur interne national à Nouvelle Ère, je suis encore étudiant et je suis originaire de Loire-Atlantique, et là du coup je suis venu ici particulièrement pour ce débat. Alan. Donc moi je m'appelle Alain Rotin, j'ai 28 ans, je viens de finir mes études, je suis donc dans Nouvelle Ère depuis 8 mois et je suis délégué territorial de la Manche. Donc moi c'est Nathan Chapulin-Burger, on a pu se croiser en bas. Je suis fondateur avec Valentin Buour de notre association de création de films. Et j'en profite aussi pour présenter donc Giovanni Raphael, qui est notre cadreur sur cet événement. Donc on va, avec les différentes caméras, essayer de capter le plus possible de ce qui va se passer pour pouvoir ensuite produire une version montée et la plus complète possible du débat, qui sera ensuite disponible à tout à chacun sur notre chaîne YouTube. Moi, je suis Valentin Buour, je suis président de cette association qui est 18. Et pour parler de l'association, on a été créé en 2018 et on fait pas mal de projets, différents projets par an, des fictions, des documentaires. Je vous laisse peut-être vous présenter individuellement également. Moi je suis Yannick Jadot, je suis député européen, écologiste. Moi je suis Mélanie Boulanger, je suis maire de Campeux, une commune dans la métropole rouennaise, et je suis tête de liste de la Normandie-Rassemble en Normandie. Moi je suis Laetitia Sanchez, je suis écologiste et maire d'un village de l'Eure qui s'appelle Saint-Pierre-des-Bourgs. Village rural. Me concerne beaucoup. Donc moi je suis Rudy l'orphelin, je suis conseiller municipal à Caen, je suis né dans la Manche, j'ai une moitié de vie en milieu rural, une moitié de vie en milieu urbain. Et donc je suis tête de liste au Calvados pour cette édition régionale. Merci. Alors on va commencer, Olivier vous en a rapidement parlé en bas. Au moment donné, ici vous avez un cinéma, le Paradiso. Donc c'est l'occasion de parler de cinéma et plus largement de culture sur les territoires. Je vais commencer par laisser Nathan et Valentin nous parler des différents types de salles qui existent et de l'accès des différents types de films aux différents types de salles. Donc allez-y. Du coup, pour parler rapidement du cinéma en France particulièrement, il y a plusieurs types de cinéma. Il y a ce qu'on appelle les multiplex, qui sont les plus gros cinémas, qui possèdent au minimum une salle. Il y a les cinémas art et essai, qui possèdent beaucoup moins de salles. En général, on va jusqu'à 3 salles, pas beaucoup plus. Et en fait, il y a un réel problème entre ces différentes salles. Il y a une différence. En fait, les multiplex qui ont plus de salles ont plus de poids, pour notamment avoir les meilleurs films, les films qui vendent plus. Et ça défavorise totalement les plus petits cinémas qui ont déjà des difficultés à évoluer. Ça crée différents problèmes. Du coup, les blockbusters notamment sont plutôt vus dans les multiplex, type Pathé, Gaumont. Et les cinémas art et essai ont moins accès à ces films. Notamment, pour donner un exemple concret, à Caen, on a du coup notamment Cinéma Pathé et un cinéma qui s'appelle le Cinéma Luxe. En 2019, il est sorti Toy Story 4. Au Pathé, il est sorti le jour de la sortie, alors qu'il est sorti que 3 semaines plus tard. Au Luxe, c'est pas une volonté du Luxe de le sortir plus tard, parce qu'ils avaient tout simplement pas le droit. Et ça crée un problème, parce que du coup, les personnes qui sont vont moins aller au Luxe, parce que le film sort plus tard. Ça va également avec un autre problème, c'est que ces cinémas-là
ne sont pas autant connus. Et donc on se retrouve avec une situation où des cinémas d'art et essai qui proposent un cinéma différent ne peuvent pas évoluer et ils sont totalement défavorisés par rapport aux multiplex qui ont plus de poids et vendent beaucoup plus, qui ont toujours plus d'argent. Et donc on assiste à des cinémas qui meurent finalement au fil du temps. Absolument, et en plus de ça, effectivement, du coup, ça fait aussi une habitude, c'est-à-dire que malgré le fait que, objectivement, les petits cinémas proposent souvent des expériences meilleures, avec, par exemple, pour toutes les personnes qui ont l'habitude de consommer dans les cinémas, on a, pour ce qui est du cinéma luxe, ou un deuxième cinéma d'arrêt d'essai à Caen, le Café des Images. Ils proposent des produits qui sont de proximité, souvent beaucoup moins gras ou ce genre de problème. Et les plats sont souvent moins chers, il y a moins de personnes, donc moins de bruit dans les salles. Et pourtant, plein de personnes vont dire simplement, sans aucune autre raison que leur habitude, qu'ils ne veulent pas aller dans ces petites salles, ils préfèrent aller dans des pâtés. Et c'est un vrai problème. Du coup, effectivement, on a des cinémas de proximité qui proposent des expériences meilleures, qui au final sont complètement dénuées. Voilà. Je peux me permettre? Oui, si, tout à fait, c'est de ta côté. Donc, pour bien connaître le Café des Images, le luxe, le pâté et la situation des cinémas sur l'agglomération canaise, pas pour modérer, mais quand même pour dire l'incroyable chance qu'on peut avoir dans l'agglomération canaise d'avoir une telle offre de cinéma RSC, encore deux cinémas qui ont trouvé leur public au fil du temps, avec aussi une véritable intelligence, puisque quand le pâté s'est installé au Rive de l'Orne, il y a eu un dialogue qui a été imposé par les cinémas RSC, c'est-à-dire que au début, ils n'étaient pas consultés, ils ont pu s'imposer pour avoir non pas des accords écrits, mais au moins des accords tacites qui ont permis au luxe, notamment, qui était à proximité du pâté, de ne pas trop pâtir de la situation. On a cette chance-là, en plus, le cinéma associatif, en l'occurrence. Bon, ouais, je ne veux pas modérer, parce que c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Mais voilà, on a aussi des acteurs qui sont présents et mobilisés. Et ça, c'est important de le souligner. Justement, pour faire vivre cette offre-là, c'est essentiel. Mais tout à fait, c'est vrai qu'à Caen, on a des gens qui sont très impliqués pour justement ce cinéma d'arrêt d'essai. Mais ça veut aussi dire que pour faire survivre leur cinéma, ils sont obligés d'être impliqués. Là où des cinémas comme le Pâté, il n'y a pas beaucoup de problèmes à ouvrir une nouvelle salle dans quel que soit le territoire. C'est beaucoup moins compliqué de tenir, en fait, effectivement. Enfin, je pense que là, l'idée, c'est pas forcément de récupérer le même jour Toy Story 4. En fait, c'est de donner accès à un autre type de cinéma qui est parfois peut-être plus difficile d'accès et qui demande au fond un apprentissage, mais qui peut aussi construire une fidélité plus forte dans ces cinémas-là. Voilà, je ne sais pas, pour le petit cinéma d'à côté, après près d'1 an et demi de Covid, où les gens ont élargi l'écran qu'ils avaient acheté, ils ont peut-être abonné à plus de plateformes pour regarder des films et des séries. Ça va être un vrai sujet, j'imagine, pour ces communes, de faire revenir en salle des personnes, parce que ça ne peut pas être le prix d'un film sur une box, hein. Forcément, c'est un peu plus cher, ça nécessite de sortir de chez soi, donc il va falloir réadapter. Je ne sais pas quelles sont justement, et je trouve que votre démarche est vachement importante, qui va être cette interaction avec les habitants pour qu'ils reviennent dans ces salles et qu'ils aient envie de revenir dans ces salles après 1 an et demi d'abstinence, j'allais dire, cinématographique. C'est vrai que c'est des enjeux qui sont, et c'est pour le coup là un exemple très concret de chez moi. Je viens pas du tout de Normandie, mais je viens de la Charente. Et donc, voilà. C'est bien. Bon, j'y ai, mais il y a même quelqu'un de Loire-Atlantique. On a fait là. Tu t'en sors bien. Mais du coup, on a un cinéma exactement comme celui des Monts-Donnais, village de 600 habitants, donc beaucoup plus petit, et où en fait il y a un vrai enjeu à pouvoir sécuriser financièrement aussi ces structures, parce que pour chez nous il est municipalisé, donc c'est la mairie qui abonde, avec un budget d'1 million d'euros total. On ne fait pas non plus énormément de choses, parce qu'il faut faire tout le reste. Et donc trouver des mécanismes avec les collectivités territoriales, peut-être la région, pour aller sécuriser ces cinémas qui font les fiertés locales et qui arrivent à passer des films qui sont au grand public, contrairement à ce que parfois on peut
estimés comme films non accessibles, etc. Et donc, effectivement, nous, notre démarche, c'est d'essayer d'aller mettre en valeur ce qui existe déjà, et aussi de promouvoir la sécurisation de ces structures qui sont hyper importantes pour les habitants. Moi, ça me paraît essentiel parce que quand vous avez un cinéma quelque part, moi je pense qu'on n'est pas obligé forcément de servir des blockbusters obligatoirement dans des petites salles. On peut justement apporter quelque chose de différent et qu'on fait de temps en temps d'un film grand spectacle, enfin grand public qui peut aller. Mais il y a un public qui a envie de voir autre chose. Il faut savoir apporter aussi le supplément d'âme que ces petites salles donnent par rapport au néon tout partout. Il faut qu'il y ait du confort dans ces salles-là. Il ne faut pas que parce que c'est petit que ce soit moins bien. Et ça, il y a un vrai effort aussi d'investissement à faire. Je vous rappelle toujours que l'investissement, c'est des travaux et c'est des emplois. Donc, quand on investit dans une salle pour qu'elle soit confortable, pas parce qu'on aura mis des néons, mais parce qu'on aura des fauteuils qui seront bien, dans lesquels on s'installe bien, et qu'on est en capacité aussi, sur les salles indépendantes, de faire venir des acteurs, des comédiens, de faire venir quelqu'un qui parle d'un sujet sur un documentaire, etc. Franchement, on arrive à faire des choses qui sont extraordinaires, et je crois que c'est aussi l'intérêt des salles des villes les plus petites. Alors, je ne connais pas exactement ce qui se fait à Caen, au Luxe et au... Qui a fait des images. Mais vous voyez, il y a cette impulsion-là à faire. Et je pense qu'après cette année où moi je ne me suis pas trop habituée à mon écran de télé, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner dans des vraies salles où on se voit en vrai. Mais il faut aussi, et je sais que le monde de la culture est prêt à le faire, et tous les acteurs culturels en général sont prêts à le faire, ils ont envie de se réinventer pour que justement ce qu'on est en train de faire là, de discuter ensemble, ça puisse se faire. Donc il faut leur donner les moyens d'y aller et d'accompagner leurs initiatives. Moi, je voudrais vous interroger sur votre réflexion justement sur comment sortir peut-être d'une vision un peu élitiste du cinéma, d'art et d'essai et toucher un plus grand public. C'est vrai que j'imagine que dans votre ADN, il y a aussi toute une culture peut-être d'éducation populaire. Et comment fait-on pour associer ces publics qui finalement seraient réticents ou auraient des préjugés sur franchir la porte de ces salles d'art et d'essai qui pourtant sont souvent, le ticket est souvent moins cher et propose des films qui peuvent susciter des discussions, des réflexions très intéressantes. Donc comment est-ce qu'on noue après les partenariats sur le territoire avec les acteurs de l'éducation tout court, peut-être, ça peut être un volet par l'éducation des jeunes publics aussi. Est-ce que là-dessus vous avez eu le temps, même malgré le contexte, d'apporter quelques propositions peut-être pour travailler sur ces publics ? Je peux peut-être répondre à cette question parce que notamment dans le Calvados, on a une association qui s'appelle Macao 7e art. Et en fait, Macao 7e art, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une association qui met en contact des écoles pour permettre à des enfants d'aller au cinéma et donc d'accéder à cette culture cinématographique sur leur temps d'études. Et sachant qu'on a beaucoup de personnes qui n'y vont pas le reste du temps. Donc c'est aussi en quelque sorte pousser ces personnes-là, ces populations à être beaucoup plus en contact. Et en plus de ça, Macao 7e art met énormément en place d'événements avec l'invitation de personnes concernées par le film qui va être projeté. Par exemple, il y a eu quelques années, on a pu voir de projeter un film sur le graffiti et ils ont invité un graphiste, un graffeur, pardon, Canet, qui n'était pas du tout concerné par le film, mais qui connaissait les personnes qui l'avaient fait et qui pouvaient surtout expliquer en quoi ça consistait, le graphe. Et donc, ça permet de réhabiliter énormément de choses. Par exemple, le graphe, qui n'est pas une culture très connue et très disons, appréciée en quelque sorte, et le cinéma d'autre part, qui peut être assez méconnu aussi dans des milieux. Donc, c'est des choses qui existent déjà et qui peuvent être dupliquées à plein d'endroits. Nous, on a aussi, du coup, on avance sur, on devait en parler à la fin, mais c'est pas grave, comme on avait dans le débat. C'est ça. L'une des propositions également, en plus du mouvement, et qui a été un peu travaillée dans une interview de Nicolas, c'est aussi de réinvestir des lieux qui aujourd'hui sont utilisés, mais très mono-activité, c'est les bibliothèques municipales. Il y a 14 000 bibliothèques municipales en France, 2 fois plus que des bureaux de poste.
même si c'est vrai que le bureau de poste diminue en nombre, mais ça c'est quelque chose qu'on combat aussi. Et l'objectif c'est de réinvestir ces bibliothèques-là pour en faire, et on a un peu revisité la notion, mais des formes de maisons de la culture, c'est-à-dire d'y faire des travaux d'investissement pour les rendre moins mono-activités et pouvoir y faire beaucoup plus de choses, parce qu'elles ont un maillage territorial que quasiment aucun service public n'a d'équivalent en France. Et nous, on veut aller réinvestir ces endroits-là, y investir, réinvestir culturellement, politiquement aussi de facto, et financièrement, parce qu'il y en a besoin, ces lieux-là, et pour qu'on puisse dire, on fait un événement, même avec l'association de sport local dans la bibliothèque, c'est une raison d'aller dans la bibliothèque, et derrière, on y voit des livres, des DVD, des documentaires, etc. Et c'est des prétextes pour aller redécouvrir une certaine forme de culture, qui, évidemment, elles sont aujourd'hui utilisées, les bibliothèques municipales, c'est pas le sujet, mais le fait est que pas tant que ça non plus, et donc nous on a souhaité revisiter ce concept-là en essayant d'en faire des maisons de la culture version nouvelle ère, un peu de manière originale. Voilà, donc ça c'est l'une de nos propositions principales sur ce sujet-là. Mais on se retrouve parce que nous, dans l'idée, si vous voulez, aujourd'hui on voit beaucoup de tiers-lieux qui se montent. Il y a des tiers-lieux, on en a vu pas mal. Mais les tiers-lieux sont aujourd'hui très abordés comme des lieux de coworking. Et quand même, l'ambition première, c'est le coworking est essentiel. Et je pense que le tiers-lieu culturel en milieu rural est une idée qui peut aussi accompagner votre idée, si vous voulez. On se rejoint sur quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire que ça permet aussi de rompre le problème de la monoactivité, qui n'est pas qu'un problème dans la culture d'ailleurs, hein, et en même temps de préserver un lieu dont c'est la fonction principale, c'est-à-dire c'est pas non plus aussi de dire on fait, c'est pas comme les maisons de santé où on enlève tous les médecins autour et on y met un grand bâtiment à 50 bornes de tout le monde. C'est pas du tout l'ambition, c'est justement de capter ce maillage pour justement faire 500 mètres, avoir de la culture à côté de chez soi. Donc ça, c'est quelque chose de manière générale qu'on promeut partout, que ce soit pour l'emploi, l'écologie, etc. Donc on y croit fort, mais effectivement l'objectif c'est pas de, de faire justement une bibliothèque au moment donné et 50 km alentour de plus rien avoir. C'est pas l'objectif. Et peut-être aussi un enjeu important aujourd'hui, c'est l'éducation aux médias. Voilà, parce qu'on est dans un monde où la vidéo se clique tout le temps, où on se tourne soi-même en FaceTime matin, midi et soir. Donc le rapport à la culture vidéo existe, mais l'éducation aux médias et puis passer le cap de la création artistique, j'imagine que c'est un enjeu important aussi. Aujourd'hui, vous êtes né dans ce milieu de la culture vidéo et vous êtes passé côté cinéma, création culturelle. Donc, comment est-ce qu'on fait ce pas, notamment auprès des jeunes publics, de passer de la vidéo du quotidien et de toute l'éducation qui pourrait tourner autour à la création artistique et culturelle? J'imagine que là, il y a une réflexion de taille qui se devait mener peut-être. Peut-être aussi l'enjeu de la formation. Oui, c'est ce que j'allais dire, et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, même sur les cinémas, je pense qu'il y a une nécessité aussi d'avoir du personnel qualifié, compétent, formé, et donc il y a un enjeu derrière, c'est celui de la formation, initiale comme continue et professionnelle. Il y a en partie une compétence de la région sur ces sujets-là, sur les sujets de la formation. Les garçons aussi font des études dans ce domaine-là, peut-être que vous pouvez nous en parler. Nous, en fait, on est en études d'art du spectacle, qui est du coup une étude d'art à la faculté de Caen. Et en fait, il y a un certain problème, en tout cas dans le cinéma, pour ce qui est de la formation. Par exemple, pour des écoles de cinéma, la plupart, il y a des écoles publiques qui existent, qui sont gratuites, mais il y en a assez peu en France. Il y a d'autres écoles qui existent, qui sont des écoles privées, mais qui coûtent très très cher. On peut aller jusqu'à des tarifs à 10 000 € l'année. Pour énormément de personnes, c'est impossible de se payer ce genre d'école. Et du coup, des études qui sont gratuites comme les nôtres forment totalement différemment, c'est pas du tout la même approche. Il y a un réel problème à ce niveau-là. On n'a pas forcément accès aux études qu'on aura envie de faire pour apprendre le cinéma, par exemple. Et donc, il faudrait qu'il y ait plus peut-être d'écoles publiques, qu'il y ait plus de formations publiques qui soient accessibles à beaucoup de personnes. D'autant que le cinéma et notamment la production cinématographique, c'est quelque chose qui est plutôt vu comme un autre monde, quelque chose qui est, comme vous disiez, c'est élitiste. Quand on est jeune, on en rêve. Enfin, certaines personnes en rêvent, mais on ne se dit pas forcément concrètement que... À cet instant du débat, Yannick Jadot a été demandé pour intervenir en direct sur la chaîne télévisée de France 3 Normandie.
2 discussions avaient donc lieu en même temps et notre débat devenait inaudible. Cette pause a tout de même permis 2 choses. Faire parler de l'événement de façon bien plus large avec cette couverture médiatique télévisée et donc sensibiliser plus de personnes aux problématiques que nous abordions, mais également agrandir le cercle du débat pour accueillir plus de personnes, colistières et colistiers dans la liste La Normandie nous rassemble pour les élections régionales et départementales. Elles interviendront donc sur la suite de ces débats. Ce que je voulais ajouter également, c'est que c'est pas forcément partout un problème d'ordre. Par exemple, parfois on a pas mal de chance d'avoir plusieurs cinémas comme c'était dit. On a une offre culturelle maintenant qui est assez grande. Il y a aussi un problème de faire découvrir. Parce que personnellement, quand j'allais au cinéma quand j'étais petit, j'allais toujours dans les multiplex et j'allais pas du tout aller voir par moi-même des cinémas comme le Luxe. Heureusement, j'ai découvert et aujourd'hui j'adore ça. Mais c'est que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir cette offre culturelle, de savoir qu'elle existe et de m'y intéresser. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il faudrait que justement, notamment à l'école, on apprenne encore plus. J'ai eu la chance du coup d'avoir notamment des projections luxe durant toute ma scolarité. C'est quelque chose que je vois vraiment comme une chance parce que ça m'a permis de découvrir vraiment, notamment le cinéma d'art et d'essai. Mais c'est pareil pour toute la culture en général, le théâtre, la musique, l'opéra. Il y a une nécessité de l'offrir déjà, mais parfois elle est présente comme un camp, et de la faire découvrir, de faire savoir aux jeunes qu'elle est là. Et il y a beaucoup de personnes qui vont s'y intéresser en sachant qu'elle est là, et pouvoir la découvrir, et ça va vraiment ouvrir des portes à beaucoup de personnes de la voir. J'ai fait partie de la commission culture à la région sous le mandat de M. Morin, et c'est vrai qu'il y a eu même des conflits au sein de la commission culture parce qu'il y avait une vision vraiment finalement assez élitiste. On a beaucoup misé par exemple sur l'opéra de Normandie, qui est formidable, mais la culture pour tous, le polinage, le travail formidable autour du livre à la ville d'Ardennes, tout ça s'est sorti vraiment un peu mis de côté, remisé, radicalisé par une politique culturelle finalement qui misait sur les grands événements, le Passé-Viking, la Normandie conquérante, et tout le reste. La Normandie, elle a aussi un patrimoine culturel très moderne, très varié, et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment apporté beaucoup plus, et moi j'aime beaucoup tout le volet que vous développez sur effectivement l'éducation dès le plus jeune âge, et puis votre envie de faire du cinéma, parce que même dans vos études, pourtant d'études de cinéma, vous en êtes frustré. Alors, imaginez le bonheur ça pourrait être pour des plus jeunes, non seulement de voir des films, mais de faire du cinéma. Donc je pense qu'il y a vraiment un accompagnement volontariste à faire aussi pour accéder à la pratique, et à faire soi-même, pas seulement des vidéos, mais du cinéma. C'est vrai que c'est génial notamment de donner les clés à des personnes. Il y a pas mal de personnes qui peuvent se dire qu'ils ne peuvent pas faire, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, de donner les clés aux jeunes, dès le plus jeune âge comme vous le dites, de faire savoir que c'est possible, et ça peut vraiment donner quelque chose aux jeunes. Moi, je crois que la situation post-Covid va aussi faire revenir comme pas mal de personnes dans les milieux culturels, et notamment les jeunes. Et on est dans un pays, moi j'habite à 15-20 km d'ici, à Vire. Je m'aperçois que dans nos zones rurales, nous avons comme une offre culturelle qui est assez intéressante, variée, et qui est accompagnée notamment par les communes nouvelles, qui ont créé dans leur service des petites communes qui passaient de 300 habitants à 5-6 000. Donc, chez nous, on est arrivé à 9 000. On a regroupé 20 communes et maintenant, il y a vraiment une offre culturelle qui est bien identifiée sur le territoire. En plus, nous avons, Mélanie l'a vu l'autre jour, un centre dramatique national à Vire. C'est vrai que c'est presque une verrue quelque part. Culturellement, c'est une toute petite ville de 17 000 habitants et on a un centre dramatique national. Donc on en est très fiers. Mais vraiment, la grosse difficulté, c'est un peu comme les arts et essais tout à l'heure, vous en parliez en préambule. Aujourd'hui, notre grosse difficulté, c'est d'amener les scolaires, les jeunes, à aller dans ces lieux. Parce qu'on a une certaine catégorie de qui va régulièrement. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un partenariat plus facile avec les écoles? Enfin, moi, j'étais stupéfait pendant le Covid, au moment où on se disait qu'il faut faire des demi-groupes. On n'envoie pas les enfants dans la nature, au musée, découvrir des noms de rues, et puis d'aller au cinéma ou d'aller découvrir des troupes qui
sont en train de créer. Et comment ça se fait que ça soit aussi difficile? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement? Parce que sur une commune comme la vôtre, 9000 habitants, c'est quand même pas 2 heures de transport pour aller jusqu'au cinéma. Donc, un bon quart d'heure. Ouais, c'est que dalle, quoi. C'est des contraintes institutionnelles aussi, voilà, il faut passer par des projets, par des administrations. Non, mais je pense aussi que quelque part, ça n'est pas naturel. Ça n'est pas naturel et il faut arriver à faire en sorte que les jeunes s'y intéressent. On a un gros travail à faire avec le comité éducatif là-dessus, parce que c'est clair que. Et puis les élus, parce qu'il y a aussi des moyens financiers quand même à mettre en œuvre. Mais moi, je pense que le post-Covid peut être le moyen, le moment justement de créer des chocs et de faire en sorte que les habitudes puissent changer. Mais l'éducation a sans doute forcément un rôle, mais il n'y a pas que l'éducation. Je pense que c'est aussi des politiques publiques, c'est aussi des initiatives des élus locaux. Il faut aussi qu'on se le dise, là, vous consommez de la culture en sachant, et tout le monde ne sait pas. Il y a des codes dans un établissement culturel. Au cinéma Pathé ou Gaumont, c'est beaucoup plus facile. Vous prenez votre ticket, votre papier popcorn, si vraiment vous en voulez beaucoup. Et puis il n'y a pas de code. L'opéra, il y a des codes. Certains théâtres, il y a des codes. Même certains concerts, il y a des codes. Donc il y a aussi une fois apprivoiser la personne. Et ce n'est pas que l'éducation qui peut le faire, c'est aussi des politiques publiques, c'est aussi se dire que, par exemple, quand vous avez dans une commune des dames, parce que malheureusement ce ne sont que des dames, qui ont fabriqué des masques en tissu l'année dernière, au lieu de les récompenser avec un bon d'achat chez le boucher, vous pouvez aussi la récompenser avec une place de spectacle. Et ça, vous changez quand même aussi la façon de voir et de se dire que l'établissement culturel qui se trouve pas très loin de chez moi, eh bien, il m'est accessible, finalement, c'est bien. Et ça, c'est une politique de gauche, et c'est une politique culturelle de gauche et écologiste. Et je pense que c'est extrêmement important aussi de changer. Et attention, l'école, elle ne peut pas tout. Et moi, je pense que l'école doit être un vecteur de culture très important, les lycées notamment, mais attention, ça ne peut pas être que l'école. L'école, elle a énormément à faire, et je pense que c'est aussi un moment, nous on fait de la politique, vous en faites aussi, et il faut se dire les choses, c'est aussi des choix politiques, et les choix politiques, c'est nous qui devons les porter. Mais justement, Élise Malle en parle dans la vidéo qu'on va regarder juste après, de cette nécessité. Comme quoi, je vais adhérer à la nouvelle ère, hein. Mais je suis trop vieille. Alors, vous pouvez participer aux actions. Alors, j'espère que vous allez tous pouvoir faire J'ai fait un cercle un peu plus sur un an. Il n'y a pas de catégorie candidate. Donc c'est la vidéo, c'est une vidéo que Élise Malle a préparée pour vous, qui est le conseiller municipal de Mondonné, qui est on est là parce qu'elle est à Nouvelle-Ère. Et donc, comme elle est en examen, elle a fait une petite vidéo, ça dure 3 minutes, c'est pas très long. Et donc, où elle parle un petit peu des. Vous me dites si vous entendez. Alors bonjour, je m'appelle Élise Malle, j'ai 20 ans et je suis conseillère municipale au Mont-Donné, chargée avec une colistière du Conseil des jeunes. Mais en dehors de ça, je suis étudiante à Saint-Lô, dans la Manche, donc c'est aussi en Normandie. Et je travaille et j'étudie dans les laboratoires les analyses biotechnologiques et biologiques. Et ben, je participe à des actions du mouvement Nouvelle Ère avec les délégués du Calvados. Alors, au Mont-Donné, c'est une offre culturelle que je pense assez riche parce que on a quand même un cinéma associatif avec donc justement des bénévoles qui prennent en charge la vie du cinéma. On a aussi une bibliothèque et on a aussi différentes associations qui proposent du spectacle, notamment Epos et Rironnet. Pour les gens, c'est beaucoup de fierté parce que forcément, avoir un cinéma dans une si petite commune,
c'est beaucoup d'enthousiasme pour les habitants. Et voilà, ça permet de les divertir et de les occuper au maximum, et ils sont très contents de cette offre culturelle. C'est vrai qu'on a remarqué avec le confinement et la crise sanitaire que ça avait impacté beaucoup, certes, la culture à l'échelle nationale, mais dans les localités comme par exemple au Mont-Donné, ça a aussi beaucoup impacté parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui la vie associative culturelle représente énormément, puisque c'est des personnes, c'est des citoyens locaux qui sont impliqués dans les associations culturelles que proposent les Monts-Donné. Et ça permet d'avoir un lieu de culture près de chez soi, et je pense que c'est pas négligeable. Il y en a toujours besoin, et donc oui, ça a beaucoup impacté, et on le ressent. Premièrement, je pense qu'il faudrait démocratiser le parcours culturel. Je vois au Mont-Donné, par exemple, on mise beaucoup sur la communication. On a un magazine de la saison culturelle qui sort tous les ans. Et dessus, on a les spectacles, les rassemblements culturels qui peuvent être proposés sur la commune des Monts-Donné et dans le Prébocage. Et je pense qu'il faudrait aussi subventionner les petites associations, parce que c'est vrai qu'il y en a, elles n'ont pas les moyens de pouvoir s'étendre, de se développer comme elles le veulent, et ça fait grand mal parce que c'est ce dont elles auraient besoin. Mais aussi, il faudrait profiter, parce qu'on a quand même 14 000 bibliothèques en France, et il faudrait profiter justement de cette grande présence des bibliothèques sur toute la surface de la France pour pouvoir faire ce qu'on appelle des maisons de la culture, donc des locaux pour pouvoir accueillir, rassembler et faire des événements autour culturels, et avoir un local pour faire ces genres de rassemblements. Et donc effectivement, c'est ce qu'elle dit, c'est primordial cette communication au sein même du lieu qui diffuse cette culture, parce que effectivement, des fois dans des villages qui peuvent atteindre les 3000 habitants par exemple, certaines personnes ne vont simplement jamais être au courant qu'on a un opéra à cet endroit-là, parce que si on ne va jamais dans cette partie de la ville, et si par exemple il n'y a pas de journal des événements qui est proposé à chacun et chacune, et ben on peut passer à côté de tout ça, et c'est aussi très important, même dans les petits endroits, de communiquer au maximum là-dessus. Nous, c'est vrai que ça vous aidez à la création de tiers-lieux, ou vous arrivez encore un peu tôt dans votre aventure pour ça? On est un peu, c'est quand même un peu tôt, ouais. Un vrai sujet aujourd'hui de... L'objectif, c'est effectivement, en fait, dans le Calvados en particulier, parce qu'on a des événements et des priorités qui sont un peu différentes pour ce département. Dans le Calvados, c'est de travailler en particulier avec Nathan et Valentin sur, et on en parlera juste après, la précarité étudiante, etc. Et aussi tout en mélangeant ça avec l'audiovisuel. Et sur les communes plus rurales, et ça c'est notamment avec Élise, de voir comment on peut concrètement mettre en place ce que nous on proposait, et ce dont on parlait tout à l'heure, de faire des bibliothèques municipales, des maisons de la culture. Et c'est-à-dire, avec Élise, d'essayer d'y faire des événements et de mettre en contact, parce que parfois il suffit juste de ça, des associations, des événements et la bibliothèque. Quel lien vous faites avec, parce que sur les territoires où vous installez, il y a d'autres mouvements de jeunesse, y compris en ruralité. Comment vous organisez? Vous prévoyez des coopérations, ou vous vous dites qu'on a un secteur spécifique d'intervention, donc on va développer un secteur spécifique d'intervention? Non, bien sûr, l'objectif c'est aussi d'intervenir avec des associations qui sont déjà présentes sur le territoire, qui font déjà des choses formidables, donc de se lier à ce qu'elles font. Et puis pour les tiers-lieux, par exemple, vous parliez de notre implication dans les tiers-lieux, si on n'en est pas encore à la création. En tout cas, on intervient dans certains tiers-lieux. Par exemple, à Limoges, ils sont en train, la délégation à Limoges est en train d'organiser un hyper café, et c'est fait en lien avec un tiers-lieu qui s'appelle le Phare. Et donc, parce que cette association qui représente ce tiers-lieu mène déjà plusieurs actions qui
qui nous paraissent totalement en adéquation avec nos valeurs, et donc c'est aussi aller en soutien de ces associations et faire des choses ensemble. Si on ne veut pas se quitter trop brutalement, je propose, parce que nous, on a un horaire un peu impératif, ça nous permet de discuter de façon un peu plus détendue pendant quelques minutes en descendant. Ça te va, Olivier? Oui, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. C'est un peu court, désolé. Là. On a déjà Il faut dire à Morin sur la SNCF, ça ne marche pas du tout. C'est un petit message, c'est pas un message, j'ai rien à voir avec les régionales, hein, franchement. Je dis rien, Je pense qu'il y a un petit truc à faire sur la détresse quand même, tu parles C'est ça, rapidement. j'allais venir justement. Est-ce que le documentaire que vous avez réalisé, est-ce qu'il est aujourd'hui Oui, alors effectivement, déjà on a derrière nous, sur la table juste derrière le mur, 2 dossiers prêts, donc si vous voulez les prendre, vous les partager, ce sera plein d'informations et surtout les liens pour pouvoir revoir tout ça. Donc avec Valentin, on mène une association qui cherche à justement lutter et à diffuser le plus possible pour nos valeurs. Donc là, on vient de faire un documentaire sur la détresse étudiante parce que c'est actuel et que depuis le début de cette crise pandémique, c'est très très peu évoqué. Ça commence à l'être un petit peu plus là, depuis le début de l'année 2021, mais en 2020, c'était vraiment une catastrophe. Et donc, c'était vraiment nécessaire qu'on en parle et qu'on évoque le plus possible et surtout qu'on donne la parole. C'est aussi un peu ce dont on parle depuis tout à l'heure, mais donner la parole aux personnes concernées, en fait. Et donc là, on a essayé d'interviewer un maximum d'élèves, aussi des professeurs et des professeuses, des personnes qui travaillent administrativement à l'université, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et surtout voir aussi que tout un chacun essaye au maximum de faciliter la situation et que en fait c'est la faute de personne dans l'université, que ce soit les présidents ou présidentes de fac, comme les professeurs, les personnes à l'université, tout ça, tout le monde fait vraiment de son mieux et c'est ça qu'on explique dans ce document. Et vous traitez de la détresse psychologique mais aussi sociale. Ce qu'on a vu aussi, ces images extrêmement choquantes des jeunes, y compris dans notre région, qui faisaient la queue pour avoir des colis alimentaires, donc il y a ça. Et puis il y a aussi une détresse psychologique qu'on connaît depuis un certain nombre d'années dans les universités, notamment qui est aussi liée, la région, même si ce n'est pas sa compétence première, pourrait travailler là-dessus, à la forme de nos campus, qui ne sont pas en fait des campus comme on voit dans d'autres pays européens, où on est très entouré. On a un certain nombre d'étudiants aujourd'hui qui sont en BTS, qui sont justement dans la ruralité, qui sont rapprochés à aucun site universitaire, et donc une certaine forme d'isolement qui s'est montrée d'autant plus prégnante pendant la crise. Donc c'est aussi un sujet qui malheureusement s'est inscrit dans la durée. Il faut faire un deuxième volet sur la jeunesse non étudiante. Parce que les étudiants, c'est la partie émergée c'est celle qu'on voit, c'est celle dont tout le monde parle et c'est légitime. Hein, je veux dire, non, mais c'est beaucoup de monde. Hein. Mais c'est pas la seule. C'est l'un de nos axes importants aussi. C'est ce sur quoi on travaille avec la garantie à l'emploi. Ouais. C'est-à-dire d'essayer d'avancer sur comment on peut faire en sorte que ceux qui n'ont pas fait d'études ou qui sortent d'études ou qui ne sont plus étudiants ou qui sont ni en emploi ni en formation puissent se voir garantir un accès à un emploi, évidemment garanti. Cet événement, bien que raccourci, aura été l'occasion d'aborder en surface les problèmes auxquels nous faisons face dans le territoire du Calvados, qui sont à l'image de la situation nationale. Mais aussi de développer les solutions qui existent déjà et qui peuvent être mises en place. La crise pandémique, qui restreint le monde de la culture depuis plus d'1 an, offre malgré tout l'occasion de repenser l'accès au plus grand nombre. Ces idées qui foisonnent ont besoin d'être diffusées vers celles et ceux qui ont le pouvoir de les mettre en place. Car c'est à elles et eux, élus dans l'intérêt du plus grand nombre, de rediriger les moyens et repenser nos priorités pour proposer aux territoires qui ont tendance à être délaissés de nouveaux événements et services plus dynamiques et plus attractifs.